Bienvenue à cette sixième rencontre de l'année, donc Athéna. Les réunions Athéna sont organisées par la 3AAD et l'Association de l'armement terrestre et avec le soutien de la société Alcimed. Aujourd'hui, la conférence n'entre pas dans les grands thèmes habituels de l'association, qui sont plutôt la géostratégie, l'économie politique, les grands programmes d'armement. Aujourd'hui, nous allons écouter un panel de conférenciers qui va nous parler des PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Je lis ma note parce que ce n'est pas encore un thème que je connais particulièrement bien. Il y a aujourd'hui une quarantaine de personnes inscrites en présentiel, il y en a qui arrivent encore, et en distanciel, je crois que nous sommes entre 100 et 120 personnes inscrites. Il y a actuellement une quarantaine de personnes. Donc, je vais simplement introduire la table ronde d'aujourd'hui qui va être animée par Luc Dini. Je laisserai à Luc le soin de présenter les autres conférenciers. Donc, il y en a deux ou trois normalement en plus de Luc, qui seront en présentiel et deux autres qui seront en distanciel. Je ne sais pas s'ils sont déjà là, mais lors de l'introduction de Luc, on pourra en avoir confirmation. Donc, Luc, je te laisserai présenter ton activité professionnelle basique si tu le souhaites. Sinon, je dirais que tu es membre émérite de la société, de l'association 3AF et tu animes au sein de cette association un comité qui s'appelle Sigma, qui traite du Sigma 2, peut-être même maintenant, qui traite des pannes. Et tu as suivi la session nationale 44 du CHEAR. À l'époque, ça s'appelait encore le CHEAR, je crois. Bien, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette gentille introduction. C'est pas allumé. Alors, il faut appuyer ici, là. Ah, on commence avec la technologie. Ah, oui, oui, je t'en prie. Vas-y. Je vais changer de côté pour un micro, là. Ah ouais. Sinon, j'aurais pas de micro. Si, ça marche. Ça marche. C'est la lumière. Bon, vous m'entendez? Oui. Donc, merci donc pour cette gentille introduction. Mesdames et messieurs, chers camarades, oui, c'est un plaisir de se retrouver ici pour faire un amphi sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur d'autres sujets liés à la défense aérienne, etc. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce sujet peut paraître étrange, les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce qu'il s'agit de sujets de la science, pour la recherche sur des phénomènes curieux, atmosphériques ou spatiaux? Est-ce que c'est une affaire de canular? Est-ce que c'est une affaire de renseignement? Eh bien, on verra qu'il y a plusieurs de sujets qui se croisent. En tout cas, c'est un plaisir de venir ici en parler. Je vais introduire brièvement Pierre Besquier, donc, qui est ancien directeur au CNES, ingénieur général de l'armement, deuxième section, qui était patron de Kourou, en l'occurrence, et qui a une histoire particulière vis-à-vis du sujet des PAN, puisque tu as, au travers de tes fonctions antérieures au CNES, dirigé un département, une direction, dont le groupement d'études sur les phénomènes aérospatiaux identifiés, qui est un département du CNES menant des travaux d'enquête et d'information sur les PAN, donc était sous ta coupe à l'époque. Et puis, tu as été co-rédacteur du rapport Cometa, dont on reparlera tout à l'heure, qui est un rapport qui a été fait par des anciens de l'IHDN, mais je dirais des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, de la Défense, etc., qui se sont intéressés au sujet sur les PAN, rapport Cometa qui a été envoyé au président de la République et au Premier ministre de l'époque, donc Jacques Chirac et Lionel Jospin. Donc ça plante quand même le décor parce que c'est un sujet sérieux. Bon, et ensuite, Alain Juillet, qui a eu maintes occasions de faire des interventions à l'école militaire, ancien ou responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre,
et que j'ai eu le plaisir de retrouver donc sur ce sujet inattendu sur les pans nombre de fois, et il nous donnera ses impressions sur le contexte international, géopolitique, tel qu'on peut le percevoir au travers des événements récents qui surviennent. Enfin, je voudrais introduire des pilotes qui ont été alors témoins d'événements liés au PAN, soit confrontation lors d'un vol avec les PAN. Le général Bruno Mignot, qui racontera son expérience survenue en 1990 lors d'une observation d'ailleurs qui a été faite très largement au-dessus de la France, le 5 novembre 90. Le général Jean-Marc André, également général de l'armée de l'air, ancien pilote, ancien commandant de CDC, qui lui a été confronté au sujet, entre guillemets, parce qu'il était à l'état-major de l'armée de l'air lors de cet événement de 1990, et qu'il a été au contact du CNES, je dirais, dans les recherches d'informations, etc. Le sujet étant un petit peu compliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. Et puis le contre-amiral Oudaille, pilote de chasse de l'aéronaval, qui lui a été confronté à une rencontre approchée en 1975. Il nous en dira quelques mots. Je pense que c'est important d'avoir ces témoignages-là à deux titres. D'abord parce que ça apporte, je dirais, de la réalité sur des événements qui peuvent survenir de façon inattendue concernant ces phénomènes-là, et ensuite parce que ça apporte aussi, je pense, un caractère de sérieux, car il s'agit de professionnels de l'aéronautique, de pilotes, et ce sont des gens qui ne sont pas forcément très bavards sur ces expériences-là. C'est intéressant de les entendre. Voilà. Alors, avant cela, je voudrais faire un parcours du sujet sur les pans pour planter le décor, comprendre au fond le contexte historique, car ce n'est pas une histoire qui date de 3 ans, 4 ans en arrière. Ce sont des histoires, et non pas des histoires, mais des témoignages et des enquêtes qui sont menées depuis 70 ans en France et dans d'autres pays. Il faut prendre l'étendue, je dirais, la mesure de l'étendue, on va dire, géographique de ces événements, avec une actualité qui, bien entendu, est sous-tendue par des révélations qui se sont faites aux États-Unis à la fin de 2017, par la voix d'anciens du Pentagone, des services de renseignement, etc. Donc là aussi, il ne s'agit pas, je dirais, d'aficionados du sujet OVNI, pas du tout. Ces témoignages et ceux des pilotes de l'US Navy qui ont osé, au fond, dévoiler des informations sur leurs observations, car le sujet est un sujet relativement tabou aux États-Unis depuis des décennies, eh bien, tout cela, effectivement, a marqué les esprits et surtout a poussé le Congrès donc à demander au Pentagone la mise en place d'une structure d'enquête sur ces sujets-là et de remonter à la fois les archives du passé et la collecte d'informations sur les observations du présent. Donc c'est un sujet sérieux. Alors j'ai préparé quelques planches que je vais parcourir. Je transmettrai donc à l'association la version PDF de ces planches, donc vous aurez tout le loisir de relire ça tranquillement. Si je suis trop rapide. Bon, donc je vais d'ailleurs dire quelques mots de la commission Sigma 2 et de la 3F sur le sujet. Donc la 3F, c'est une association, loi 1901, qui merci, qui s'occupe d'aéronautique et de spatial. Elle compte environ entre 1000 et 1500 membres, ça dépend, je dirais, des tendances, là ça diminue un petit peu. 1500 membres et des membres collectifs parmi lesquels le CNES, la DGA, l'aviation civile. Et puis des grands groupes de l'industrie aérospatiale, donc Dassault, Airbus, Thales, Safran, enfin je ne vais pas faire toute la liste, mais c'est un environnement qui est un environnement sérieux dans lequel on crée des événements, des conférences internationales sur des sujets qui concernent par exemple la propulsion spatiale, le combat, je dirais, au-delà de l'horizon, les thèmes, la défense antimissile, enfin il y a plein de thèmes. Et puis il y a des commissions techniques, d'experts, une vingtaine à peu près. Certaines se préoccupent de sujets comme la propulsion spatiale, les équipements aéronautiques, les voilures tournantes, etc., l'aérodynamique.
Et puis, il en est une un peu exotique qui s'appelle la commission Sigma 2. Et cette commission mène des travaux d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Elle a été créée en 2008. Elle s'est appelée commission PAN au début, Sigma ensuite, et Sigma 2 lorsque j'ai eu le plaisir de la rejoindre et de la refonder sur un nouveau mandat orienté vraiment sur les études techniques et scientifiques concernant les PAN. Alors, je vais aborder donc à la fois le contexte général, historique et géographique, et le rôle d'ailleurs au passage de l'IHDM, ponctuel mais néanmoins historique sur ce sujet, vous dépeindre très brièvement la situation internationale aujourd'hui, parce qu'il y a une réaction aux révélations américaines, la création d'un certain nombre de structures dans un certain nombre de pays, et donc la réactivation, si vous voulez, de structures d'enquête qui ont été créées dans les années 50 notamment, et les années 60. Et puis, je ferai un survol de ce que sont les PAN. Je vais vous montrer des photos, je vais vous expliquer les bizarreries qu'ils génèrent, et enfin, on terminera par quelques exemples de cas que nous avons traités, sachant que nous ne sommes pas là pour mener des enquêtes sur les PAN, des enquêtes de terrain. La France, d'ailleurs, a une structure qui est le GEPAN, que j'ai cité tout à l'heure, qui est là pour ça. Nous, on est plutôt là pour traiter, s'intéresser aux cas récalcitrants, c'est-à-dire les cas réputés sans explication, sur lesquels on va essayer de travailler un peu et de voir si on arrive à trouver des explications. Dans certains cas, c'est le cas, et dans d'autres, à défaut d'explication, on essaye de cerner les caractéristiques étonnantes, ce que l'on appelle les observables, de façon à pouvoir, je dirais, comparer cela à des cas qui viennent d'autres pays, fournis par d'autres scientifiques. Alors, bon, les premiers témoignages d'observation, je ne parle pas de témoignages anciens, historiques, car il en existe, on en trouve en France, dans certaines archives, d'observations qui ont été faites, par exemple, au début du XVIIe siècle ou à d'autres époques. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Les observations principales récentes, contemporaines, datent de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on appelait les faux fighters. Voilà. Les pilotes alliés, lors de raids de bombardement, ont observé des boules lumineuses curieuses qui voyageaient en quelque sorte avec les bombardiers. Alors du côté, je dirais de l'autre côté, du côté de l'Axe, c'était pareil. Il y a eu des observations bizarres qui ont été faites. Les Japonais en ont vu. Donc il y avait au fond une manifestation quasi planétaire de phénomènes lumineux non compris. Ça, c'est le début. Bon. Pour venir à la France et je dirais aux travaux donc, qui ont été menés, il faut savoir que le ministère de la Défense a créé en 1951 une cellule qui était une cellule de l'armée de l'air pour s'occuper de ce qu'ils appelaient les mystérieux objets célestes, les MOC. Donc la cellule, la CMOC. On voit ici projeté un texte donc de directive s'adressant donc en fait aux forces armées et demandant de recueillir un certain nombre d'informations sur ces fameux MOC, évidemment impliquant la gendarmerie, impliquant l'armée de l'air. Quand on y regarde de plus près, d'ailleurs, il y avait des consignes de recueil d'informations à mener avec la prudence qui s'impose, c'est-à-dire qu'on est face à des phénomènes que l'on ne connaît pas. Donc, rassembler de l'information. Et ce sujet-là, en fait, il était ignoré, la plupart des gens. Il va ressortir, en fait, quelques 20 ans plus tard. Et alors, je vous montre là, par exemple, un rapport qui a été diffusé par le CNES, qui faisait partie des archives que détenait l'armée de l'air et les armées. Rapport donc qui cite l'observation de mystérieux objets célestes et fait référence à la directive de 1954, je crois. Donc ces sujets-là, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des observations qui sont faites et qui sont rapportées par les forces armées. Historiquement, donc, nous démarrons avec ces directives de 1951 à 1954. Il faut citer en 1974 une intervention qui est faite par le ministre de la Défense de l'époque, Robert Gallet, et qui dévoile en fait l'existence de phénomènes inconnus, non expliqués depuis plus de 20 ans dans l'espace aérien français. Bon, ce n'est pas une déclaration anodine. Le ministre qui prend la parole, je dirais, dans les heures de pointe, c'est quand même important.
c'est une révélation. Alors, maintenant, il ne faut pas la dramatiser plus que cela, mais c'est un point important. Et un point important qui va, je dirais, rebondir. Il va y avoir un rapport de l'IHDN, donc en 1978, hein, une commission de l'IHDN sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et également la création du GEPAN, donc en 1977. GEPAN qui existe depuis sans discontinuité. Donc avec beaucoup de cas qui ont été traités. Alors, on n'est pas en train de parler de soucoupe volante, etc. Mais je peux vous garantir que quand on lit les archives du GEPAN, ou quand on accède, moi j'ai eu accès au SHD, Service historique de la défense, aux archives de la gendarmerie, vous trouvez des témoignages qui sont assez décapants, intéressants, et je dirais avec en même temps je dirais, le témoignage des gendarmes indiquant que les témoins, je dirais, sont dignes de foi, sincères, et qu'il ne s'agit pas de canulars. Voilà. Alors, passons l'histoire, venons au présent. Dans cette histoire, la commission Sigma donc n'a pas de rôle officiel, hein, je tiens à le préciser. Il y a dans cette commission, on va dire, une vingtaine d'experts d'origines diverses. Alors, d'origine CNES, il y a Jean-François Clairvoy, hein, qui est un astronaute de l'ESA bien connu, des anciens de la Défense, de la DGA, des experts d'offices de recherche, hein, comme l'ONERA, du CEA d'ailleurs. Donc c'est un mélange de disciplines. Il y a également un médecin spécialiste des rayonnements qui a travaillé beaucoup sur les témoignages de rencontres rapprochées avec les PAN, qui laissent dans certains cas un certain nombre de traces, hein, y compris physiologiques, pas seulement psychologiques. Donc ce ne sont pas des passionnés des ovnis, ce sont des experts qui réunissent leur expertise, y compris par exemple la connaissance des armes à micro-ondes, des effets électromagnétiques sur l'électronique, etc., et qui vont être en mesure d'apporter leur expérience, leur parcelle d'expérience, d'expertise, pour tenter d'analyser des cas. Donc nous procédons comment? En fait, suivant différents axes, on fait des recherches sur les bases de données, la disponibilité de documents, d'enregistrements, d'écrivants des PAN, de façon à pouvoir mener des études, des travaux de nature technique. Évidemment, nous ne sommes pas tout seuls et nous nouons des relations au niveau international. Nous participons à des conférences internationales de façon à pouvoir rencontrer d'autres experts. La sélection des cas va permettre d'approfondir, par exemple par des analyses, et vous verrez cela tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, des interprétations d'analyses, par exemple, de données radar ou de données infrarouges, qui vont nous permettre donc de mettre en œuvre les expertises et de tenter d'expliquer les choses ou de les caractériser. Physique également, des études physiques donc, que nous menons, y compris des analyses d'échantillons. Donc vous comprenez bien que de l'optronique à la détection radar, au plasma, il y a également un spécialiste de plasma, le plasma chaud qui fait partie de cette équipe, l'éventail est très large. Et nous terminons par l'observation. L'observation dépend en particulier de s'intéresser à des réseaux optiques d'observation de façon à pouvoir, comment dire, caractériser les cinématiques bizarres qui sont celles justement de ces phénomènes. Alors, nous travaillons avec le GEPAN et donc nous participons à ce que l'on appelle le collège des experts du GEPAN, quelques-uns d'entre nous, pas tous les participants à la commission. Et puis, donc, ces experts, eux, vont se pencher sur les cas qui sont enquêtés par le GEPAN et tenter d'apporter des réponses. Quand il n'y a pas de réponse, eh bien, Sigma 2, sur les cas français, mais également sur les cas soumis par l'étranger, s'intéresse donc aux cas réputés sans explication, les cas difficiles, dans je dirais, la classification du GEPAN, cas non expliqués mais fiables, et donc nous allons travailler sur ces données-là. Pour les cas étrangers, nous avons travaillé sur les cas chiliens, par exemple, qui nous ont été fournis, pour lesquels on a trouvé des explications. Nous avons travaillé sur des cas américains fournis par des associations américaines, et nous travaillons actuellement sur un cas survenu dans les îles anglo-normandes, où là, on a récupéré des données britanniques, hein, de l'Air Traffic Control, et qui permettent de faire l'étude radar. Alors, bon, je parle des contacts internationaux, vous aurez les planches, on y reviendra. Travaux étrangers, un peu d'histoire. Les Russes ont travaillé. Voici un document qui est dans les archives du GEPAN, qui date des années 80, me semble-t-il.
les Russes ont mené des travaux à la fois au travers des forces armées et des services de renseignement en particulier, et également au travers de l'Académie des sciences. Le titre de l'étude, là, mentionne l'Académie des sciences. Il y a une tentative, d'ailleurs, d'approche au début des années 80 par l'ambassade de Russie, donc mentionnant les travaux menés par l'Académie des sciences, notamment, je dirais, le département étudiant les signaux électromagnétiques, etc., et qui avait tenté d'approcher le CNES, mais il n'y a pas eu de suite. Bon, l'ambiance à l'époque était sans doute complexe, pas autant qu'aujourd'hui, mais tout de même, il n'y a pas eu de suite. Alors, je voudrais juste vous montrer ce qui s'est passé du côté américain. En 2004, vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse affaire Nimitz. C'est l'affaire qui justifie finalement les vidéos infrarouges qui ont circulé depuis fin 2017. Et je dirais, c'est assez bizarre ce qui s'est passé. En fait, les Américains déploient un groupe naval autour du porte-avions Nimitz au large de San Diego. Nous sommes donc entre le 10 et le 13 novembre 2004. Le groupe naval est constitué en particulier du porte-avions Nimitz, accompagné d'un croiseur, qui est un croiseur, le croiseur Princeton, qui est équipé de radars spéciaux de défense aérienne et antimissiles. Ce radar-là va détecter un certain nombre d'échos bizarres qui évoluent à très haute altitude, à peu près à 80 000 pieds, avec, je dirais, des caractéristiques de vitesse qui sont particulières, c'est-à-dire très basse vitesse, on est à moins de 100 nœuds, donc sustenter des engins à 80 000 pieds à moins de 100 nœuds, c'est pas, je dirais, une simple affaire. Alors, on peut penser à des ballons, bien entendu, mais là, il y avait quand même un nombre d'échos très important et qui vont se déplacer, en fait, en altitude depuis donc ce niveau 80 000 pieds, quasiment jusqu'au niveau de la mer en quelques secondes, plusieurs fois. Donc, lors des manœuvres aériennes, le Nimitz va envoyer sur zone une patrouille de F-18 en reconnaissance. Cette patrouille de F-18 va visualiser en fait une zone d'écume au niveau de la mer et après va voir, je dirais, un objet qui est un objet de forme, on va dire, de tic-tac. Hein, c'est le nom qui a été utilisé, cette espèce de forme un petit peu cylindrique. Et ce qui va suivre donc est très curieux, c'est-à-dire qu'un des avions va en fait entamer une descente rapide vers le tic-tac, voilà, lequel objet à ce moment-là va se mettre en mouvement et va partir à une vitesse extrêmement élevée vers, je dirais, une autre destination. Bon, ça c'est déjà curieux. Ce qui est curieux également, c'est que les objets qui étaient en altitude vont se déplacer, descendre très rapidement au niveau de la mer au moment où le contact aura été établi entre les chasseurs et le tic-tac, qui est situé à quelques dizaines de nautiques. Donc ça, c'est, je dirais, le début de l'histoire. L'histoire continue, c'est-à-dire que la patrouille de chasseurs va rentrer par porte-avions, une autre patrouille est envoyée sur zone, et va se rendre compte que l'objet en question est positionné, je dirais, aux coordonnées du point d'attente des chasseurs, connu a priori que, je dirais, du commandement du Nimitz et des pilotes eux-mêmes. Bon, alors ça, effectivement, ça étonne un peu. Ils vont, je dirais, tenter un accrochage radar, je crois qu'ils y parviennent, et puis ils vont rentrer parce qu'ils sont également en short pétrole. Et donc, c'est la troisième patrouille qui va être envoyée, qui, elle, est équipée donc de caméras thermiques et va prendre ces fameuses vidéos. Voilà. Alors, je vous raconte cette histoire-là parce que c'est le point de départ, si vous voulez, de ce qui va se passer dans la marine américaine. Témoignage initial, évidemment, il n'y a pas de documents qui ont été diffusés, etc. N'empêche que nous avons eu, lors d'un séminaire organisé récemment, le responsable du radar du Princeton, qui a confirmé effectivement les observations. Lui-même, d'ailleurs, a fait une observation visuelle à bord du bateau, hein, d'une série de points lumineux qui se sont alignés suivant un cercle et qui ont disparu les uns après les autres au centre du cercle. Bon, tout ça peut paraître, je dirais, anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les données enregistrées, vidéo infrarouge et puis donc données radar, ont été emportées par une équipe qui a débarqué à bord des bateaux et qui a tout, je dirais, tout déménagé. Bon. Sans débrief d'ailleurs avec les pilotes. Alors,
Voilà les vidéos infrarouges. Ne comptez pas sur moi pour vous donner une interprétation aujourd'hui, car ce que nous savons, c'est qu'il est impossible de mener une analyse de vidéos infrarouges sans avoir des indications précises de position du porteur, chose que l'on a pu mettre au point et réaliser dans d'autres analyses de cas. Là, on n'a pas d'indication sur la position de l'avion, sur sa trajectoire. Donc, voilà, on ne peut pas se livrer à des interprétations qui seraient sujettes à caution. Donc, on ne l'a pas fait. Il n'empêche que les informations qu'on a pu recueillir depuis semblent vraiment attester la réalité de ces observations faites par les pilotes, observations qui se sont renouvelées un certain nombre d'années plus tard, en particulier à partir de 2015, avec de très nombreux témoignages de pilotes de chasse américains, qui, lors des manœuvres aériennes, ont fait des rencontres rapprochées, qui leur posent d'ailleurs problème du point de vue des risques aéronautiques, de risques de collision. Et ils ont signalé aussi le survol d'installations sensibles. Voilà. Donc, pour avancer un petit peu, je vous ai en gros donné quelques indications sur les faits générateurs. L'important aujourd'hui est de savoir que depuis 2020, une structure a été créée sur l'injonction du Congrès au niveau du Pentagone, initialement structure appelée UAP Task Force, pour Unidentified Aerial Phenomena Task Force, dépendant de la marine, structure qui a été revue et corrigée et rebaptisée donc All Anomalous Resolution Office, qui veut dire structure de recherche et d'explication sur des phénomènes non pas aérospatiaux ou aériens, mais tout domaine. C'est-à-dire qu'ils ont constaté qu'il y avait des observations qui intervenaient dans l'espace aérien et sous la mer. D'accord ? Donc avec des possibilités de changement de milieu. Alors, bon, je vous projette un diagramme que je ne vais pas vous commenter dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au centre, vous avez une ellipse bordée de rouge. L'arrow est au centre, dépend en fait du Pentagone, donc du secrétaire à la Défense, et en réalité de son adjoint en charge en particulier des relations avec les services de renseignement, et donc du bureau, et travaille pour le bureau en fait du directeur national du renseignement. Donc ils sont au carrefour entre la Navy, l'Air Force, les centres, je dirais, de renseignement aéronautique, les services de renseignement, la NASA et l'AFA, donc l'aviation civile. Donc, si vous voulez, ils ont un rôle qui est un rôle central, mais qui n'est pas difficile, pas facile à assumer, parce que on va voir que le sujet, en réalité, est un sujet extrêmement complexe et en particulier protégé par, semble-t-il, je dis ça sous réserve, mais en tous les cas, les révélations qui ont été faites sous serment, certes, des explications suite à des alertes, des lanceurs d'alerte qui ont révélé des informations lors d'auditions du Congrès en 2023 sur des programmes de recherche cachés. À l'origine, effectivement, il y avait un programme de recherche qui a été mené sur financement du Congrès entre 2008 et 2012. Ça, c'est ce qui a été dit en 2017. En réalité, il semble qu'il y ait d'autres programmes, mais protégés en fait par des clauses de secret particuliers. Et donc, il y a aujourd'hui un dialogue complexe entre le Congrès et le Pentagone, car il y a des demandes d'explication qui sont faites par le Congrès, et le Pentagone, quelque part, oppose le secret. C'est remonté au président Biden. Dans les directives qui ont été données de la loi de programmation militaire annuelle, donc le NDA qui intervient au mois de décembre en général, les demandes de levée du secret ont été refusées. Par contre, il a été expliqué qu'il faudrait effectivement que le Pentagone apporte un certain nombre d'explications au Congrès sur ces sujets-là. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est tendu, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors, l'impact au niveau international, si vous voulez, il est très atténué en dehors des États-Unis. N'empêche que le Brésil a activé des structures d'enquête. Nombre de pays en Amérique du Sud s'y intéressent. Le Canada, effectivement, a mené des actions avec les États-Unis, voire la fameuse chasse au ballon chinois et autres ovnis en février 2023. Donc, on voit, le Japon a activé également une structure, les parlementaires japonais posent des questions au ministre de la Défense, donc il y a un certain nombre de réactions parce qu'il y a des observations qui se passent un peu partout. Alors, un peu partout, bon, que se passe-t-il en Europe? Rien d'extraordinaire. En revanche, la position française, encore une fois, est une position que je vous expliquais historiquement,
Il y a une structure qui mène des enquêtes. Les citoyens français peuvent aller témoigner à la gendarmerie ou au CNES et recevoir des explications sur les cas qui sont enquêtés et expliqués. Évidemment, il y en a un certain nombre, soit qui ne sont pas révélés, soit qui ne sont pas explicables, et le CNES ne va pas mener des études pendant des années sur le sujet. Ça n'empêche pas les avions de voler, ça n'empêche pas les missions de sûreté aérienne d'être menées. N'empêche que il y a un phénomène international qui se produit et qui est intéressant. Alors, voici quelques photos pour vous intriguer et vous parler des caractéristiques de ces phénomènes. En fait, il s'agit de phénomènes qui peuvent être lumineux, avec des signatures électromagnétiques. Ils sont caractérisés par des émissions lumineuses qui peuvent être très intenses, des formes qui sont plutôt formes elliptiques, et on comparera ça aux révélations qui ont été faites par la NASA et l'ARO l'année dernière. Ce qui est extrêmement intriguant, ce sont les changements de forme. Vous voyez, au milieu, là, vous avez une forme elliptique, hein, une espèce de petite ellipse noire, qui change de forme après, et puis qui va prendre la forme d'une flèche. Ça, c'est le compte-rendu d'observation qui a été fait en 1994 par un équipage d'Air France sur un vol Nice-Londres. Observation qui a été corroborée, et je vous le montrerai tout à l'heure, par une trace radar fournie par l'armée de l'air. D'accord ? Donc il y a des informations qui sont concordantes du point de vue synchronisation temporelle, observation donc curieuse sur laquelle on n'a aucune explication. Une enquête a été menée par le GEPAN, aucune explication trouvée, ça date de 1994. Nous avons donc un certain nombre de caractéristiques qui sont recensées, que j'ai essayé de résumer. En dehors de la signature optique, des rayonnements très intenses, proches de l'ultraviolet dans certains cas, il y a des émissions électromagnétiques sur des fréquences particulières, fréquences micro-ondes, en particulier à 3 GHz, 9 ou 10 GHz, enregistrements qui ont été faits par des avions d'écoute électronique dans les années 50 par les Américains. On retrouve ces caractéristiques-là dans les données recensées par la NASA et le Pentagone, données beaucoup plus récentes. D'où viennent ces émissions, hein, avec des, je dirais, des émissions d'impulsion, avec des récurrences de quelques 100 Hertz. Tout cela est très bizarre, mais ce sont des faits qui sont des faits historiques. On peut lier possiblement les micro-ondes à la création de plasma. Nous avons également constaté, dans un certain nombre de cas, des rayonnements bleuâtres qui entourent les objets. Il peut s'agir de la formation de plasma qui peut avoir un lien avec les émissions électromagnétiques qui sont constatées. Tout ça, ce sont des hypothèses. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un cas, par exemple, et, enfin un cas caractéristique, mais il y en a eu d'autres, de perturbation, par exemple, des moteurs des voitures, de perturbation d'installations électriques, de perturbation d'avions de chasse. Il y a eu des manœuvres d'interception qui ont été menées par l'aviation iranienne en 1975 ou 1976, avec des F-4 américains, d'origine américaine. La manœuvre a consisté à se rapprocher effectivement pour une passe d'interception vers un OVNI. À 40 km de l'OVNI, les moyens radios sont tombés en panne à bord des avions. Ils ont cherché à armer leur dispositif de tir-missile, lequel est tombé en panne également. Tout ça s'est remis en route quand ils ont viré sur l'aile. Les agences de renseignement américaines ont été envoyées sur place pour voir de quoi ils retournaient. Nos spécialistes d'armes à micro-ondes se sont penchés sur le sujet. Bon, leur conclusion, c'est que créer une perturbation de l'électronique en 1975 à des distances de l'ordre de 40 km par des effets micro-ondes, etc., ça ressemble beaucoup aux armes micro-ondes, mais disposer des sources de puissance qui allaient bien embarquer dans un, on va dire, un OVNI, un objet volant, en tous les cas, non pas au sol, mais en l'air, c'est quelque chose de très compliqué. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui recoupent les questions américaines. Alors, question américaine d'ailleurs sur le changement de milieu également. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des observations qui ont été faites, qui sont assez rares, d'objets changeant de milieu, passant de la mer dans l'espace aérien. En revanche, il y a beaucoup de littérature russe sur les recherches du ministère de la Défense russe, et en particulier de la marine russe, dans les années 70, où ils ont fait des cartographies des zones où étaient observés des phénomènes étranges qui tournaient autour de leurs sous-marins. Au début, ils pensaient que c'était les Américains, et pas du tout. Donc vous voyez, ces choses intrigantes se produisent également dans d'autres milieux, et semblant faire abstraction de toute interaction
avec le milieu ambiant. C'est vrai dans le domaine aéronautique, on constate des accélérations extrêmement brutales et des vitesses très élevées qui peuvent atteindre 10 000 km/h sans effet de bande sonique. Dans l'eau, des engins qui ont été mesurés à plus de 400 km/h. Voilà. Donc tout ça ouvre évidemment un certain nombre de questions. Voici le tableau qui résume les révélations, alors révélations, je mets ça entre guillemets, par une conférence de la NASA l'an dernier avec la présence du Pentagone. Observation d'objets qui sont de forme arrondie, de taille quelques mètres, couleur blanche, argentée, transparente, alors évoluant. Alors là, ils ont fait des statistiques sur l'altitude, hein, c'était plutôt entre 10 000 et 30 000 pieds. Vitesse du stationnaire jusqu'à Mach 2, mais ça peut passer du stationnaire à Mach 2 quasiment instantanément. Donc là, enfin, on ne connaît pas de dispositif de propulsion et la mécanique du vol qui permet de faire ça aujourd'hui. Des émissions électromagnétiques intermittentes, dans certains cas, on ne voit pas de gouverne, on ne voit pas de dispositif propulsif et ça se déplace vite. Donc voilà beaucoup de points d'interrogation qui font les seules caractéristiques qui ont été révélées depuis un an par les Américains. Voilà. Alors, dans nos travaux, nous avons des spécialistes qui sont des spécialistes je dirais, des phénomènes aérospatiaux naturels. On a le directeur d'un laboratoire de recherche sur la foudre, notamment sur la foudre en boule, qui participe à nos travaux. Et évidemment, on peut avoir, par exemple, vous voyez là une série de 4 boules orangées, ce ne sont pas des ovnis. Ce sont des phénomènes qui peuvent être des phénomènes précurseurs d'activité sismique qui se produisent en altitude, des boules qui vont se déplacer, qui peuvent se déplacer assez vite, mais qui ne vont pas dépasser les 1000 km/h et surtout qui n'ont pas de trajectoire acrobatique. Ils ne vont pas faire du stationnaire, ils ne vont pas faire de trajectoire inversée, ils ne vont pas prendre de virage angle droit. Ce que l'on voit depuis des décennies, je dirais, quand on observe, dépend. Donc, vous voyez, on procède par élimination et évidemment, on essaye de trouver d'abord des explications prosaïques sur des phénomènes naturels. Mais malheureusement, on est embuté sur certains cas. Autre exemple, des traces au sol. Alors ça, c'est un cas qui est extrêmement réputé en France, enfin, même internationalement. Ce sont des traces qui ont été observées par un paysan qui a vu un engin lumineux se poser dans le champ à côté de sa maison. L'engin a laissé des traces mécaniques et également des traces sur la végétation. Traces dégressives qui ont été analysées par des biologistes et qui montrent en fait des effets de rayonnement, rayonnement électromagnétique de type micro-ondes avec une dégradation de la chlorophylle. Donc d'autres laboratoires ont travaillé par la suite sur ces sujets. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il y a un fil conducteur qu'on essaye de suivre. On trouve des effets de rayonnement dans nombre de manifestations de ce type-là, mais de façon différente, tantôt sur l'électronique, tantôt sur la végétation. Nous avons trouvé également nombre de témoignages de rencontres rapprochées où il y a eu des effets de rayonnement sur l'être humain. Notre spécialiste, qui est donc un cancérologue et qui a travaillé beaucoup sur les rayonnements, a mené une analyse très neutre sur les cas je dirais, qui avaient été renseignés sur donc, des personnes qui avaient eu des affections après une confrontation rapprochée avec un engin, et il a diagnostiqué les effets de micro-ondes, effets thermiques en profondeur, alors qui peuvent atteindre le derme, qui peuvent atteindre l'œil, qui peuvent atteindre la mémoire de façon temporaire, mais c'est un diagnostic de médecin, c'est pas, je dirais, des racontards. Donc, on piste, si vous voulez, ces effets de rayonnement. On s'intéresse également à des échantillons qui ont été prélevés, on travaille en collaboration avec le CNES sur ces sujets-là. Alors, voilà. Alors, si vous voulez, je vais raccourcir un petit peu l'exposé pour que le débat puisse prendre place, mais nos spécialistes travaillent justement sur les observations radar et infrarouges pour pouvoir croiser les choses, c'est-à-dire caractériser d'un côté la trajectoire, la cinématique des objets, mesurer la distance, ce que l'on peut faire avec un radar, et par exemple obtenir des cartes thermiques et des informations de rayonnement avec des caméras thermiques. Le croisement de ces informations peut être extrêmement utile. Quelques exemples de cas français. Je vous citais le cas de l'Airbus en 1994. Donc, ça s'est passé du côté de Melun. Vous vous souvenez là des formes, des changements de forme que je vous mentionnais tout à l'heure, qui ont été observés en secteur gauche de l'avion. Ce qui est très curieux, si vous voulez,
c'est que, en fait, l'équipage n'a pas porté témoignage immédiatement. Ça s'est passé 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, parce que la commission Cometa avait soulevé ce cas-là et découvert que l'armée de l'air avait des enregistrements qui ont été fournis au CNES d'ailleurs par la suite, hein, enregistrements des radars qui montraient donc une trajectoire. Vous voyez, si vous voulez, là, en partie droite, un carré blanc. La trajectoire de l'avion est en jaune, si vous voulez, ce sont les points qui se suivent. La trajectoire, cette espèce d'oscillation noire là, qui traverse la trajectoire de l'avion, c'est ce qui a été mesuré par le radar. Alors, il y a donc un rapprochement temporel, c'est synchrone. Le radar ne permettait pas de mesurer l'altitude, donc on n'est pas certain que ça se passait à la même altitude que l'avion. Mais en tous les cas, cette observation est extrêmement étonnante, d'autant plus qu'il y a une trace radar en secteur droit de l'avion, une observation visuelle en secteur gauche. Il y a d'autres cas où il y a eu des décalages entre l'observation visuelle et l'observation radar. Donc, les Américains, d'ailleurs, semble-t-il, ont observé des choses bizarres dans les observations datant de 2015, faites avec leur F-18 et des radars qui étaient des radars antennes actives, donc plus récents, plus performants. Ils ont noté des choses curieuses. Donc, si vous voulez, on est extrêmement intrigué par ces observations-là. Bon, là, on a fait une observation qui était une observation, enfin, on a analysé une observation faite par un hélicoptère chilien, donc de la marine chilienne, qui était donc un hélicoptère Cougar doté de caméras thermiques, lequel a observé, alors selon les Chiliens, à ce moment-là, un ovni. Ils nous ont fourni la vidéo infrarouge, donc vous avez des extraits en haut. On voit à un moment donné, je dirais, 3 bandes noires, hein, 3 points chauds, et puis du côté droit, je dirais une espèce de panache de traînée. Bon. Nous avons travaillé, et le général André, hein, qui interviendra tout à l'heure, a travaillé d'arrache-pied pour en fait croiser les données radar qui nous ont été fournies après coup et les données infrarouges. Bon, on a trouvé alors une explication qui se trouve être pour le coup liée à un Airbus A340 d'Iberia qui était en procédure de montée, qu'on a retrouvé grâce à la carte radar fournie par les Chiliens. On a fait une modélisation thermique de l'avion, alors très simple, hein, c'est un quadri-réacteur, on a pris 4 points chauds. On a rapproché ça de l'analyse image par image de la caméra avec notre spécialiste d'optronique, et donc interprétation sans discussion aucune. Pour le coup, c'est pas un ovni, c'était un Airbus. Mais il y a une erreur d'interprétation par les services chiliens qui ont pensé qu'il fallait chercher, et c'est un peu l'histoire du lampadaire, la visibilité était de 25 km ce jour-là, ils ont cherché dans un rayon de 25 km. Erreur. Les rayonnements infrarouges ne répondent pas à ces caractéristiques de visibilité. Et donc, on a trouvé l'identité. Loin de nous d'expliquer que les pans sont tous explicables parce que ce sont des méprises avec des avions. Là, on a eu un cas qui était un cas d'observation à Porto Rico, au-dessus de l'aéroport, enregistré par un avion de surveillance côtière américain. C'est un objet étrange, avec des fluctuations, il apparaît, il disparaît, etc. Et puis surtout, à la fin, il y a un survol de la mer, en tout cas en arrière-plan, et l'objet semble disparaître sous l'eau. Nous, on pense qu'il était plutôt en vol extrêmement rasant, qui pourrait être celui d'un drone. N'empêche qu'à la fin, il y a une séparation de 2 objets parfaitement identiques qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Donc voilà. Alors, je vous parlais de cas concernant une observation à Jersey. Ce cas-là est extrêmement intéressant. 2 avions ont observé entre Jersey et Guernsey des objets de forme elliptique qui semblaient immobiles. Le contrôle aérien a observé des traces radar bizarres. Nous rapprochons en ce moment l'observation visuelle d'un des pilotes qui permet, je dirais, au fond, de cerner la zone où pourraient être ces traces radars, et nous faisons une analyse extrêmement fouillée des plots radars qui, pour certains, sont bizarres. Si vous regardez la diapo qui est là, en fait, on a en haut 2 traces, une suite de points bleus, une suite de points rouges. Les points bleus, de mémoire, c'est le radar qui doit être le radar de Guernsey et l'autre de Jersey. Et nous observons des sauts de plots. Ce qui est bizarre, si vous voulez, c'est que vous avez un groupe de plots radar, des coups, puis à un moment donné, ils disparaissent et ils réapparaissent 1 minute plus tard. Ils se déplacent comme ça.
On n'a pas d'explication physique là-dessus, donc on s'interroge, on vérifie et on revérifie les choses. On verra ce qu'on en sortira, hein. On n'a pas, je dirais, d'affirmation extraordinaire à faire aujourd'hui, mais voilà, on est confronté à des bizarreries de ce type-là et on cherche l'explication physique et qui, dans certains cas, tarde à venir. Voilà, alors les plasmas, on en a parlé, les phénomènes de rentrée atmosphérique. Ce qui est curieux, et j'en terminerai là-dessus, c'est que nous avons eu des comptes rendus d'observation de rayonnement bleu, par exemple, autour d'engins. Le témoignage du général Mignot, hein, dont il va nous reparler dans quelques instants, parlait d'une observation, dans son cas, à partir d'un avion Transat. Bon, d'autres ont parlé de rentrée atmosphérique. Il n'empêche qu'il y a des témoignages qui ont été apportés par des pilotes de la RAF, pilotes de Tornado, qui ont observé un engin à l'heure de l'observation, de rentrée, etc., qui ont observé un engin de la taille d'un 707, disait-il, noir, avec des lumières blanches et une émission bleuâtre autour de l'engin. Bon, cette émission bleuâtre peut laisser penser qu'il pourrait y avoir un effet de rayonnement local, hein, autour de la structure, qui serait, par exemple, un plasma d'azote créé par un phénomène électromagnétique. Intéressant, observation faite par des chasseurs américains, chasseurs, alors là, chasse à fusil, si vous voulez, hein, et qui ont observé, donc, près de la frontière canadienne, un engin très curieux, entouré d'une couche de rayonnement bleuâtre, avec des pulsations. Ils ont voulu prendre des photos, ils n'ont pas pu, leur appareil était en botte, mais ils ont quand même enregistré des interférences avec des phénomènes cycliques. Donc voilà, pour vous résumer, aujourd'hui, ces phénomènes-là, ce ne sont pas des légendes. Ça a été observé dans l'histoire. Il y a des observations contemporaines qui sont faites. Il y a des services, en l'occurrence au Pentagone et autres, qui mènent des travaux. Les scientifiques américains et un certain nombre de scientifiques commencent à se réveiller sur le sujet et considèrent qu'ils devraient se mêler de l'analyse de ces phénomènes qui ont été laissés pour l'instant un petit peu de côté. Il faut dire les choses comme elles sont. Les scientifiques n'étaient pas très tentés. Les pilotes se méfient des témoignages parce qu'ils ne veulent pas que leur réputation soit mise en cause. Mais il s'agit d'un sujet qui est un sujet véritablement intéressant pour la recherche. La défense, à voir, encore une fois, ça ne perturbe pas, je dirais, les opérations aériennes au jour d'aujourd'hui, même si les Américains regardent de près les zones qui sont survolées par ces engins, parce qu'ils expliquent qu'ils ont des incursions inconnues dans leur espace aérien, et ça leur pose problème. Ils ne disent pas que ce sont les Chinois, ils ne disent pas que ce sont les Russes, ils ne savent pas qui c'est, et ça, c'est embêtant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, nous avons, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez consulter un certain nombre de documents publiés par la 3AF, sur le site de la 3AF, et puis vous trouverez donc des rapports, certains très synthétiques, d'autres beaucoup plus fouillés, suivant la curiosité. Et voilà. Et donc, nos travaux, je dirais, réunissent encore une fois des experts qui sont des gens sérieux. Hein. Il ne s'agit pas de recherche bizarre. Il s'agit vraiment d'approches techniques et scientifiques, comme on nous demande de les faire à la 3AF. Voilà, j'en ai terminé. Je propose, je regarde l'heure, je propose, Pierre, que tu fasses quelques commentaires, si tu veux bien, sur le sujet. Alain, ensuite, il passera la parole à nos pilotes. Oui, je voudrais faire quelques remarques pour que les esprits soient assez clairs quand même sur tout ça et qu'on n'aille pas dans tous les sens. D'abord, je rends hommage à l'IHEDN qui, effectivement, il y a donc une petite cinquantaine d'années, avait déjà traité le sujet, avait déjà fait un rapport sur le sujet, comme l'a dit, rappelé Luc Dini. C'était à l'époque, d'ailleurs, c'était en 77-78, où courageusement, le directeur général du CNES de l'époque, Yves Sillard, qui a été depuis DGA, hein, avait eu le courage de créer effectivement le GEPAN pour se préoccuper de ces questions-là. Des relations avaient été mises en place avec la gendarmerie et aujourd'hui ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que si vous faites une observation, il vous est recommandé d'aller déposer à la gendarmerie. Il y a un format assez précis maintenant sur la manière de déposer tout ça. Et puis la gendarmerie rend compte au GEPAN, lequel GEPAN étudie la question. Alors, il faut quand même savoir que sur les 4000 rapports qui ont été remis au GEPAN depuis sa petite cinquantaine d'années d'existence,
Il y en a à peu près 3% aujourd'hui qui sont relativement bien documentés, mais pas suffisamment pour qu'ils aient pu être expliqués. Donc, c'est 80 à 100 cas qui ne sont pas expliqués. Ceci étant, on n'a pu déterminer aucune typologie de ces cas. Donc, chacun des cas est spécifique. Il n'y a pas de catégorie d'événements et il faut qu'on soit extrêmement prudent. On a tendance, par abus de langage aujourd'hui, à parler parfois de l'événement OVNI. Il n'y a pas un événement OVNI, il y a des événements OVNI. On observe des choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais tout de suite, il n'y a pas de typologie sur les cas inexpliqués. On n'a pas non plus la possibilité de donner des explications tant qu'on ne dispose pas de données brutes. Ça, c'est vrai pour le GEPAN, c'est aussi vrai pour la 3AF. Et les cas qu'a exposé Luc Dini montrent qu'avec certains éléments et des mesures bonnes, parfois on peut trouver des explications effectivement, et donc l'OVNI devient finalement un truc relativement banal. Je voudrais qu'on fasse aussi extrêmement attention quand on parle des scientifiques, parce que les scientifiques s'intéressent assez peu à ces questions-là. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, la plupart du temps, ils ne sont pas suffisamment documentés avec des mesures. Et un scientifique, si vous ne lui donnez pas la possibilité de répliquer un phénomène en laboratoire, il ne pourra pas y travailler. Et comme chacun des cas est assez spécifique, qu'on manque de mesures, les scientifiques des sciences dures ou des sciences physiques s'y intéressent assez peu. En revanche, alors, par exemple, il faut faire très attention, les scientifiques s'intéressent à l'exobiologie, bien entendu, et les scientifiques commencent à dire qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre, de la vie qui ne serait pas forcément très évoluée, qui pourrait aussi très évoluer, mais il ne faut pas tomber dans le travers de dire, comme on s'intéresse à la vie extraterrestre, ça veut dire qu'il y a peut-être des extraterrestres qui nous visitent. On n'est jamais loin, quand on parle d'OVNI, de tests extraterrestres, effectivement. Il n'y a rien de tel. Hein. On n'a rien qui, aujourd'hui, nous donne le moindre indice qu'il puisse y avoir des extraterrestres qui nous visitent. Ça, c'est aujourd'hui absolument exclu. Il n'y a pas, de notre point de vue, et le GEPAN en particulier est assez clair là-dessus, le GEPAN, finalement, aujourd'hui, considère qu'il a une mission qui lui est donnée, qui est de rassurer la population, ou en tout cas les gens qui viennent faire des observations. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui ont fait une observation, qui ont déposé ces observations sur la forme du rapport à la gendarmerie et qui ont eu rapport avec le GEPAN, si on a trouvé une explication, ils sont rassurés. Et donc ça, c'est une mission sociale, on va dire, du GEPAN qui est très bonne. Et je crois qu'il vaut mieux ça, effectivement, plutôt que de partir dans des tas de théories où on inquiéterait la population plutôt que de la rassurer. Et que je pense que tous les débats qu'il y a aux États-Unis à l'heure actuelle, avec l'intervention de beaucoup d'associations de tout type qui se payent le Congrès, qui se payent le gouvernement, par nature, risquent effectivement d'inquiéter les gens plutôt que de les rassurer. Et puis, je voudrais terminer sur un dernier point, qui est que le témoignage est un truc assez, j'allais dire compliqué, disons pas compliqué, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'on a besoin de témoignages. La plupart du temps, ces témoignages sont bien faits, avec les questions et l'habitude qu'a le GEPAN de traiter aujourd'hui des interviews des gens qui ont vu des choses sur la base des rapports qui sont faits à la gendarmerie. Le GEPAN réussit à rassurer effectivement les gens, mais les témoignages sont parfois fragiles. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu du tout que des gens qui ont tout à fait l'habitude d'observer des choses impressionnantes, y compris d'ailleurs les pilotes, y compris les astronautes, ces gens-là sont faillibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un témoignage qui est à côté de la plaque complètement. L'exemple le plus caractéristique, je crois que c'est Jean-François Clairvoy, mais je ne sais pas si c'est à lui que c'est arrivé. Ils avaient observé effectivement dans la baie de la station, de la navette spatiale, un objet oblong, qui semblait cylindrique. Ils ont observé ça pendant très longtemps. Ils se sont vraiment demandé ce que c'était que cet objet qui flottait là-dedans. Pour eux, c'était un ovni, hein, réellement. Ils ont fini par déterminer que c'était
un stylo bic qui avait échappé de la poche d'un astronaute qui était sorti, qui avait fait sa sortie extravéhiculaire. Donc il faut garder ça à l'esprit également. Nous avons d'excellents témoignages. Nous avons des gens dont c'est le métier d'observer, qui sont pilotes ou ou astronautes. Ben, eux aussi, de temps en temps, sont faillibles. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc d'une manière générale, le GEPAN est extrêmement prudent, la 3F est extrêmement prudente, et les experts dont a beaucoup parlé Luc Dini, vraiment, quand ils ont des mesures et qu'ils peuvent confronter ces mesures aux témoignages qui sont faits, là, ils peuvent faire un travail sérieux, mais s'ils manquent de ces mesures, ils ne peuvent pas aller à des conclusions. Voilà, je vous remercie. Oui, la question qu'on peut se poser, si vous voulez, quand on parle, quand on écoute tout ça, quand on pose tout ça, on dit dans le fond, est-ce que, bon, il y a peut-être quelque chose, mais bon. Hein, alors, dans le passé, il y a très longtemps, on disait, bon, c'est des illuminés. Hein. En général, c'était ça, on connaît, hein, on avait abusé du pastis, alors on a vu les soucoupes volantes. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous avons inventés de mesure, si vous voulez, dans tous les domaines, hein, ça a été évoqué par Luc, tous les systèmes que nous avons, sur Terre, spatiaux, enfin et autres, hein, on a aujourd'hui des capacités de repérage et de mesure qu'on n'a jamais eues par le passé. Et ce qui fait que avant on disait bon bah c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui a trop consommé de boissons énergétiques, je dirais, ou énergisantes. Aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, on a de telles informations qu'on est sûr qu'il y a quelque chose. Et le problème, c'est ce qu'a dit, je la cite tout à l'heure dans les tableaux d'April Haines, qui est la chef, hein, la patronne du renseignement américain. C'est pas rien, il y a 11 services de renseignement aux États-Unis, elle coordonne les 11 services de renseignement aux États-Unis, et elle a été interviewée justement au Congrès américain sur cette affaire-là. Hein, sur les affaires d'OVNI, en disant on lui a dit, mais et vous, alors, avec toutes les informations que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a répondu, nous avons un vrai problème parce qu'effectivement, un pourcentage qui n'est pas négligeable, hein, c'est de l'ordre, je ne sais plus combien c'était, mais de l'ordre de 3, 4-5%. Hein. Alors, ça dépend des statistiques. Oui, ça dépend en moyenne, sur une longue durée, c'est de l'ordre de 4%. Ouais, 4%. Sur les observations récentes, c'est beaucoup plus, on monte plus. On monte beaucoup plus, oui. Hein, et là, on dit, nous sommes sûrs qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, bon, après tout, c'est une interrogation et on se dit les scientifiques vont peut-être trouver, avec toutes les réserves que vient de dire Pierre Besson, les scientifiques vont peut-être trouver quelque chose. Bon. Mais il y a un deuxième problème qui est, bon, alors moi c'est ça qui m'intéresse, qui est beaucoup plus grave, c'est qu'à partir du moment où nous avons des éléments, des pans, qui sont autour de nous, qui nous dit qu'à un moment ou à un autre, ils ne peuvent pas devenir agressifs. Et pourquoi c'est grave? C'est parce que nous ne savons pas les arrêter. Et à partir de ce moment-là, le problème devient complètement différent. On n'est plus en train de parler de petits hommes verts venus d'ailleurs, ce que vous voudrez. Non. On est en train de dire, demain matin, si on a un groupe, et il y en a des temps en repère, hein, des groupes de pans qui arrivent dans une zone, est-ce qu'on n'a pas un risque qu'ils fassent quelque chose? Et alors, on a un certain nombre d'exemples intéressants. Vérifiés. Les Américains, par exemple, il y a un cas très connu aux États-Unis où les gardiens d'un site de lancement de missiles balistiques dans le Nevada, hein, si le lancement, il n'y a pas de problème, c'est des missiles qui sont, vous savez, dans le sol, et puis il y a un poste à côté, et s'il y a une commande qui leur arrive, on appuie sur le bouton et les missiles partent immédiatement en direction l'agresseur. Bon. Il y a eu un cas où ils ont observé effectivement des pans au-dessus du site et tous les missiles ont été déconnectés. Ça, c'est prouvé. Alors, ça pose des problèmes. Parce qu'on se dit, et imaginons que ça arrive, c'est-à-dire que la défense à ce moment-là n'existe plus. La dissuasion, si vous voulez, nucléaire par missile au sol, hein, pour les missiles au sol, n'existe plus dans un cas pareil. Alors autant vous dire qu'au niveau de la défense, ça fait réfléchir tout le monde. Évidemment.
les Américains qui actuellement ont vraiment pris le problème à bras-le-corps. Alors que jusqu'à maintenant, il faut bien dire, le GEPAN s'était intéressé à la chose pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, avec ce qui avait été fait en France, puis le rapport Cometka qui avait sensibilisé. Il y a eu beaucoup de choses en France qui se sont faites, mais aux États-Unis, les gens n'y croyaient pas, ou pas beaucoup. Hein. Et puis, vous avez eu toutes les affaires récentes. Là, on a commencé à se poser un certain nombre de questions. Hein. Et vous en avez eu une confirmation là, il y a moins d'un an, quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les Américains ont dit il y a un ballon, il y a quelque chose qui observe pour le compte des Chinois en Alaska, puis c'était au sud, puis je crois en Arizona, enfin bon. Et ils ont dit c'est pas possible. Alors ils en ont tiré un avec ils ont envoyé un chasseur qui a tiré des missiles direction cette cible qui a été touché, qui est tombé. Ils ont récupéré, les Américains ont récupéré tout ce qu'il y avait d'ailleurs. Alors, ils avaient expliqué, ils avaient justifié cette action en disant c'est les Chinois, ils nous espionnent et forcément à bord de ce qu'il y a là-haut, il y a des systèmes d'observation. Ce qu'on a tous remarqué, c'est que depuis qu'ils ont tiré et abattu l'engin, il n'y a plus aucune nouvelle. Ils en ont tiré un autre. Alors là, ils n'ont même pas parlé de chinois. Ils ont dit il y a un truc bizarre qui est à 40, 60 000, 50, oui, en gros 60 km, 50, 60, oui, 40 km, pardon. C'était au-dessus des limites de l'espace terrestre normal. Hein. Donc c'était la zone spatiale dans laquelle normalement on ne peut pas faire la guerre. D'après les accords internationaux, on n'a pas le droit de tirer sur quelque chose qui est au-dessus de la limite terrestre. Et ils l'ont tiré quand même. Et là, on n'a aucune nouvelle non plus. Donc, alors, bien sûr, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il y en a qui vont vous dire, c'est des drones envoyés par l'ennemi. Donc, en l'occurrence, là, c'est les Chinois ou les Russes. Bon. Et puis, vous apercevez que dans les cas qui sont travaillés aujourd'hui, eh ben, c'est pas évident du tout, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas ça. Et à ce moment-là, les questions se posent, qu'est-ce que c'est? Alors, un deuxième volet que moi je voulais simplement dire pour ajouter à cette réflexion, si vous voulez, c'est cette notion de secret dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi, d'un côté, tout le monde s'agite des grandes puissances, hein, les Russes sont en travail dessus, les Chinois travaillent dessus, hein, parce que tout le monde au départ disait c'est l'ennemi qui nous envoie des avions ou des engins, et puis maintenant on se rend compte que c'est pas l'ennemi, parce que aucun ennemi sur Terre n'est capable de faire des engins capables, ayant ces caractéristiques de vol, de déplacement et autres, personne ne sait faire. Donc là, on pose des questions. Hein. Et derrière, il y a une autre question, c'est pour les gens de la défense de comprendre, et l'industrie de défense en particulier, c'est de comprendre comment ça marche pour pouvoir faire la même chose et avoir un avantage militaire important par rapport aux concurrents. Si je suis capable de, et je vais vous donner un exemple qui est en cours actuellement, les Russes savent faire des missiles hypersoniques allant 7 à 8 fois la vitesse du son. Ce sont les seuls au monde. Il paraît que les Chinois sont en train de le faire aussi. Mais pour le moment, on le dit aussi. Hein, mais ce sont les seuls à savoir le faire. Bon. Un engin qui va à 7 ou 8 fois la vitesse du son, on ne sait pas l'arrêter. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est tiré, il est sûr de toucher sa cible. Sacré problème au niveau de la défense pour tous les autres. Entre parenthèses, c'est un élément actuellement dans les réflexions stratégiques des uns et des autres. Hein. Il faut l'avoir en tête. Bon, vous avez, et ça, alors on l'a dans différents domaines, si vous voulez. Quand vous avez une caractéristique technique qui vous avantage par rapport aux autres, eh ben vous avez un plus. Quand vous avez une torpille qui circule, la torpille russe qui circule dans le plasma et non pas dans l'eau, on crée une enveloppe de plasma autour de la torpille pour qu'au lieu de courir dans l'eau, avancer dans l'eau, elle avance dans le plasma. Résultat, elle va 6 à 7 fois plus vite qu'une torpille normale. Ben là encore, on ne sait pas l'arrêter. Vous voyez? Alors, ça, c'est des choses qu'on connaît. Alors, bien sûr que celles-là, quand on les connaît, ben, tout le monde essaie de trouver la réponse ou de faire la même chose. Mais
quand vous vous trouvez devant des phénomènes comme ceux-là, dans lesquels on ne comprend pas ce qui se passe, comment ça marche, quelle est la propulsion, est-ce que c'est la gravitation toute seule, est-ce que c'est un système qu'on ne connaît pas, quel est le système qui les fait marcher, quels sont les alliages qu'il y a sur ces engins, parce que, et sont-ils, alors là je réponds en particulier à la question de Pierre Bescon tout à l'heure, hein, à partir du moment où on connaîtrait les alliages, par exemple, on pourrait savoir si ce sont des alliages qu'on peut faire sur Terre ou des alliages qu'on ne peut pas faire sur Terre. Et on aurait une réponse immédiate. Moi, vous voyez, je suis très extrêmement technique. Moi, je ne vous parle pas de pisome vert, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas les pisomes verts. Moi, je ne fais pas des trucs. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça peut nous tomber dessus, est-ce qu'on peut les arrêter? Et si on peut récupérer des morceaux, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup de discussions là-dessus actuellement, hein, eh ben ça peut aider nos industriels à faire des engins, à construire des systèmes, des alliages et autres qui pourront être extrêmement performants et nous donner un avantage technique par rapport aux autres. Donc vous voyez que le problème, il faut le placer, enfin moi de mon côté en tout cas, il faut le placer autrement qu'uniquement sur des études. Hein, voilà. Merci Alain. Je propose ce moment pour écouter les témoignages donc différents hein, de pilotes dans des circonstances différentes. Xavier, tu es en ligne. Est-ce que tu peux nous résumer l'observation que tu as faite en entrant d'une mission de nuit là, en 1900, j'hésite toujours entre 75 et 76. 76. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Parce que je n'ai pas testé, je ne suis pas chez moi, hein, donc ce n'est pas mon matériel. Vous me recevez bien? Il est fort et clair. Très bien. Fort et clair. Bien, bonsoir à tous. Donc, je vais effectivement vous raconter l'observation qui m'a été donnée de faire. C'était le 21 juin 1976. Pour situer un peu le cadre dans lequel ça s'est passé, moi j'étais un tout jeune pilote, je venais d'arriver dans la première flottille de chasse aéro, après avoir suivi tout le cursus de formation, c'était Salon de Provence, ensuite Tours, l'école de chasse embarquée. Bon, je n'avais qu'un an de flottille, j'étais l'un des petits jeunes de cette flottille. Ce soir-là, je suis numéro 2 d'une patrouille de 2 avions. Mon leader était un chef de patrouille chevronné. Nous sommes partis un petit peu avant le coucher du soleil, donc une première partie qui s'est faite relativement de jour, et puis nous sommes revenus de nuit. La mission, c'était un assommaire contre un escorteur d'escadre pour nous entraîner, mais également pour entraîner, bien sûr, l'escorteur. Au retour, là, la nuit était bien faite. Pour dire un petit peu d'ailleurs la météo qui régnait à ce moment-là, il y avait une excellente visibilité. Il y avait un petit vent faible, enfin, c'était pas vraiment pas très fort. La lune était invisible. On était à ce moment-là plutôt dans le tout dernier quartier de la lune. 2 jours après, c'était la nouvelle lune. Ça parce que j'ai regardé sur Internet. Une couche continue de nuages qui devait être à 5 ou 10 000 pieds, peu importe. Donc on était vraiment, une fois qu'on avait dépassé la demi-heure qui suit le coucher du soleil, on était vraiment dans la nuit faite. On faisait tête à ce moment-là du côté de Pinmar. Moi, je volais à ce moment-là, à cette époque, sur étendard. Alors, l'étendard 4M, je pense que c'est à peu près le même avion, le même type d'avion que le Mirage 3. Il n'y avait rien là-dedans. Il n'y a pas de radar, il n'y a pas de GPS, il n'y avait pas de centrale inertie. Les centrales inertie sont arrivées en 78 sur les super étendards. La navigation, ça se faisait à la main, au cap et au chrono. Donc, une fois, à partir du moment où on était au-dessus de la mer, on ne savait pas très bien où on était. Enfin, ce qu'on savait, c'est que en venant, on essayait d'arriver du côté de Pinmar, on est arrivé un petit peu plus sud, et à peu près à 20 ou 30 nautiques. Difficile de savoir, on n'a pas pris de chrono. Hein. Quand on a vu ce qu'on a vu, on était plus subjugué par ce qu'on avait vu que par le reste. Et là, on a été attiré par 2 énormes boules lumineuses d'une intensité anormale qui semblaient. Alors, on était incapable si ces nœuds
appartenaient à un seul et même objet ou formaient deux objets différents. Moi, vu de chez moi, j'ai le sentiment qu'en plus, ces boules étaient plutôt à l'ouest d'une ligne Île-de-Saint-Ouessant. En fait, on apprendra que ce n'était pas du tout ça, c'était plutôt entre le Conquet et puis de Saint. On était à 500 pieds à ce moment-là, à plus de 400 nœuds. Alors nous, on ne se parle pas trop en vol, dans les flottilles. Mais bien sûr, mon leader, lui, a décidé de contacter on était de toute façon en contact radio avec l'organisme de contrôle de la zone qui s'appelait Armor, et il a demandé s'il y avait dans la zone des hélicoptères ou d'autres aéronefs. Et ils nous ont dit non, non, vous êtes les seuls. Moi, vous êtes la seule patrouille que je vois sur mon écran. On était quand même en fin de vol. On n'avait plus le pétrole pour faire quoi que ce soit d'autre que de retourner sur la base en division. Donc, on s'est posé à Landy. Et là, débriefing, on a voulu savoir dans un premier temps si on avait bien vu la même chose tous les deux. Bon, on avait visiblement bien vu la même chose. Donc, on rentre chez nous. Le lendemain matin, les flottilles recevaient le télégramme et puis Ouest France. Donc, là, on tombe sur un article qui relatait l'effroi de marins pêcheurs qui avaient été illuminés pendant plusieurs minutes, une dizaine, une vingtaine de minutes, j'ai plus ça en tête, par des objets très lumineux, forte intensité, qui à un moment donné sont partis doucement, puis ont filé à une vitesse fulgurante dans l'espace. Bon, nous, on en était là quand on a vu ça, quand on a lu ça. Un petit peu plus tard, on a appris, toujours dans la presse, que des promeneurs qui se trouvaient sur la côte, donc au Conquet, avaient observé le même phénomène, mais avec des éléments supplémentaires. Et ils ont entendu à un moment donné un bruit d'avion. Alors ils disent pas tracteur, ils disent un bruit d'avion. Et quand ce bruit est apparu, les objets lumineux se sont mis en mouvement lent, puis ils sont partis à une vitesse fulgurante dans l'espace. Et quand le bruit de ces avions a disparu, ils sont revenus. C'est un truc incroyable. Donc nous, fort de ce qu'on a lu dans la presse, on aurait pu très bien décider de prévenir Pacha, d'informer nos camarades. On a décidé de ne rien dire. Pour nous, l'affaire était tellement étrange, même si la presse relatait ce genre de choses, on s'est dit, on va nous prendre pour des toqués, on va nous dire qu'on veut se mettre en avant. Donc le mieux, c'était de ne plus en parler. Et en fait, quand on se retrouvait de temps en temps, on se retrouve de temps en temps en division, hein, quand il y a des manifestations aériennes ou autres, et à chaque fois, on s'en reparle. Mais jusqu'à l'an dernier, ou il y a 2 ans, lors d'une émission qu'avait montée Luc, nous avons participé à cette émission, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et c'était la première fois depuis 50 ans, en gros, que j'en parlais. Voilà, et j'en parle encore un peu, là, vous voyez, avec vous. Voilà l'histoire. Merci Xavier. L'émission A-News, sécurité, dossier OVNI, organisée par Michael Léjard. Bruno Mignot, tu es sur la ligne? Oui, et depuis le début. Est-ce que tu... Voilà, on le voit. Bruno, pourrais-tu nous résumer ton expérience et celle de ton équipage, s'il te plaît? Merci. Bon, bonsoir à tous, à ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, si je peux dire, un pan en vol. C'était donc le 5 novembre 90. C'est un vol de nuit sans lune.
On était à 1500 pieds sol, c'est-à-dire à peu près 500 mètres, en vol rectiligne horizontal, en éloignement de la base d'Orléans. C'est assez beau. On devait repartir faire un demi-tour pour aller s'aligner sur la piste d'Orléans. Voilà. Donc on était en éloignement et un petit peu avant de faire ce demi-tour, on a attiré mon attention. Moi j'étais pilote place gauche aux commandes et on a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait des points lumineux qui arrivaient 11h30, enfin, donc légèrement devant, légèrement à gauche, et qui semblaient être dangereux. Donc j'ai vu ça et dans mon esprit, dans mon souvenir, j'ai vu une sorte d'énorme, comme si j'étais devant un Boeing 747 qui m'arrivait dessus. Mais un gros Boeing 747 très près. Donc un certain nombre de lumières. Alors, bien sûr, on a eu le réflexe de commencer à virer, à éviter cette collision. Seulement, les lumières sont allées plus sur la gauche, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment viré. Et puis, ces lumières, elles nous sont passées petit à petit de 11h30 à 11h, 10h, puis 9h. Et là, j'ai vu quoi? J'ai vu une série de lumières qui cachaient les étoiles du ciel, ce qui peut être normal quand on a une lumière assez forte. C'est quand on est devant un réverbère dans la nuit, on ne voit pas les étoiles, c'est normal. Eh bien, là, ça cachait les étoiles du ciel, mais je n'ai pas pourtant pour autant dit que c'était une masse. Ces lumières, et on avait des dizaines. Oh, oui, allez, disons peut-être 20, 15, 20, 25. C'était il y a 34 ans, mais beaucoup. Elles n'étaient pas toutes de la même couleur. Donc, il y avait du rouge, il y avait du jaune, il y avait de l'orange. L'ensemble m'a donné l'impression de croiser, et je n'avais pas bu de boisson, comme dit Monsieur Juillet, Alain Juillet, énergisant. J'ai eu l'impression de croiser sur ma gauche un énorme porte-avions de cette taille-là, quoi. Énorme, type américain, voire plus grand. Bon, bien sûr, on n'a pas eu de problème dans la navigation, nos instruments fonctionnaient très bien, il n'y a aucun problème, la radio aussi. J'ai oublié de dire que dès qu'on a vu ces lumières-là, alors qu'elles étaient encore devant nous presque, on a appelé tout de suite le contrôleur pour lui dire, écoutez, on a un trafic là, convergent, dangereux, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et au radar, le contrôleur n'a rien vu. Il dit, non, non, moi j'ai rien dit tout. Alors on a insisté, écoutez, là, si, il y a quelque chose. Non, non, je vois rien. Ce qui fait que le contrôleur qui, lui, est la tour de contrôle, lui, est sorti. Et il a vu la même chose. Il l'a vu du sol, alors que moi, je le voyais en vol. Ce que j'ai vu, je le voyais à mon niveau, légèrement plus haut. À mon niveau, légèrement plus haut. Je rappelle que c'était nuit noire, hein, donc j'ai vu que des lumières, j'ai pas vu de masse. Sauf que parmi ces lumières, il y avait certaines qui créaient, il laissait derrière elles, pas beaucoup, hein, trois, peut-être deux, trois, pas plus. Il laissait derrière elles une sorte de queue de comète. Donc, comme une comète, quand on la voit dans le ciel, derrière, on voit bien qu'il y a une queue, laquelle la lumière s'évanouit de plus en plus. Sauf que ces queues de comète étaient coupées, étaient tronquées. C'est-à-dire qu'on voyait la moitié de la comète, et puis la suite, la fin, là où on voit le moins de lumière, elle n'existait plus. On aurait pu croire que ces queues de comète étaient tronquées parce qu'il y avait une autre lumière qui l'empêchait de voir la suite. Non, non. Elles étaient seules, mais avec des queues de comète tronquées. Voilà, alors après, bien, moi, l'ancien chasseur, j'ai viré pour les derrière, pour essayer de m'approcher de tout ça, et puis ces lumières se sont éloignées très vite. Alors j'ai eu, grâce à Luc d'ailleurs, hein, l'information selon laquelle c'était une rentrée de fusée de deuxième ou troisième étage de fusée Proton russe. Et effectivement, la NASA a donné au GEPAN la trajectoire de cette rentrée qui était, selon le cap que j'ai vu, okay, ça correspond, au même moment, donc à 19h. Donc, ok, très bien. Et puis ces lumières-là, rouge, orange, jaune, pouvaient tout à fait correspondre à du métal, sachant qu'on sait très bien que le métal ne brûle pas de la même manière et donnant la même lumière, les mêmes couleurs quand il rentre dans l'atmosphère. Sauf que, ça ne me donnait pas la réponse à mes queues de comète tronquées. Et surtout, écoutez, j'ai recherché, hein,
une fusée qui rentre dans l'atmosphère, ça brûle à partir de 80 km d'altitude, 80 000 mètres. Moi, j'étais à 1500 mètres, c'est-à-dire 160 fois plus bas. Ça veut dire que si ça avait été une rentrée atmosphérique, je ne l'aurais pas vu là, je l'aurais vu là, au-dessus de moi. Or, je l'ai vu quasiment à mon niveau, légèrement plus haut. En matière d'optique, si ça avait été une fusée Proton russe, la voyant quasiment à mon niveau, ça aurait été bien, bien éloigné de ma position. Et donc, ça ne pouvait pas être vertical en l'air. Voilà, donc voilà, j'ai eu des explications qui, sur le papier, collaient, mais il y a deux choses qui ne collent pas. Ce sont ces lumières tronquées et cette différence d'angle qui ne devrait pas exister si ça avait été vraiment vertical en l'air. Voilà, merci. Merci Bruno pour cette intervention et ce témoignage. Jean-Marc, tu es toujours sur la fréquence? Oui, je suis sur la fréquence. Bonjour tout le monde. Je vais faire quelques commentaires pour vous parler de mon expérience, qui était en fait, dans l'occurrence, sur ce cas du 5 novembre 90, presque non-expérience, puisqu'à l'époque, j'étais en poste à l'état-major de l'armée de l'air, dans un bureau de prospective et recherche opérationnelle, et je m'occupais à l'époque, j'étais le responsable de la préparation des programmes spatiaux. Vous voyez comme les choses ont changé. Et à ce titre, j'étais le correspondant du CEPRA, qui était le GEPAN de l'époque. Mais je dois reconnaître que mon rôle se bornait à signaler les cas d'OVNI qui avaient pu me parvenir de l'armée de l'air, et puis de temps en temps aussi d'être en relation pour échanger des informations, d'autres informations ou des explications. Voilà. Alors, à l'époque, quand même, je dois dire que je n'ai jamais reçu de consigne comme pouvant laisser penser que l'armée de l'air accordait une importance particulière aux ovnis. Non, je peux dire même et affirmer que le problème ovni n'était pas une préoccupation. Il était pris comme une curiosité, tout au plus, puisque on ne considérait pas que ça pouvait avoir un impact ni sur la situation menace France, situation qu'on évaluait au niveau de la défense aérienne, ni sur la sécurité des vols. Voilà. Alors, ce 5 novembre, j'ai donc quitté mon travail comme d'habitude au boulevard Victor. Je n'ai rien remarqué, je n'ai malheureusement pas été témoin de l'événement. J'ai appris quasiment l'événement par la presse ou la télévision, je ne sais plus. Et en tout cas, le lendemain, je n'ai pas eu d'informations, de remontée d'informations, ni en provenance de la défense aérienne, ni en provenance des unités. Donc, à la limite, le 5 novembre a été pour l'armée de l'air, je dis bien pour l'armée de l'air dans son ensemble, un non-événement. Voilà, c'est ainsi que ça se passe. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé quand même. Merci pour ces explications. Je voudrais ajouter un mot concernant un témoignage qui nous a été relaté lors d'une conférence que l'on faisait au mois de février. J'ai invité le général du Tartre, mais je crois qu'il n'était pas disponible. Il nous a apporté, lors de cette conférence, un éclairage particulier sur une observation particulière. J'insiste sur le mot, car il y a eu beaucoup d'observations et un certain nombre concordantes, d'autres très différentes. Ce qui ne veut pas dire que les gens se contredisent, ce qui veut dire qu'ils ont peut-être observé plusieurs choses différentes. Le général du Tartre nous a relaté en quelques mots qu'il revenait d'une réunion à Taverny, il rejoignait la base de Creil, et avec deux autres camarades pilotes de chasse comme lui, ils ont observé depuis l'intérieur du véhicule donc observation cylindrique dotée d'un projet à les extrémités.
Alors, c'est très étonnant. Il n'empêche que les recensements d'observation qui ont été faits à l'occasion de certes, l'observation de César, celle qui est relatée par le ministre Ariel, par les pilotes britanniques, ce que j'ai vu, il sera là en août, mais il n'est pas là. un engin bizarre se positionnant à peu près 500 yards devant leurs chasseurs, ils étaient à peu près 1 mètre malgré 8, je crois, et cet engin, tout d'un coup, a accepté de façon fulgurante et les a laissés sur place. Voilà, alors, il y a place, dans certains cas, à des confusions, il y a place, je dirais, à des analyses qui sont différentes. Les témoignages car les deux pilotes observent quelque chose, ne sont pas au courant de ce qui se passe au sol. Les témoignages qui sont relatés le lendemain rapportent des observations par des pêcheurs, par des observateurs à terre, qui ont entendu passer des avions, donc évidemment, les avions de chasse en question, et ont vu les lumières se déplacer doucement, accélérer, puis revenir plus tard. Donc on est face à quelque chose qui est assez étonnant. Et donc, bon, on a peut-être quelques instants pour des questions, parce qu'on a beaucoup occupé le temps de parole, mais pour parler de conviction, la question qui se pose en particulier aux États-Unis, c'est ce qui a motivé, ce sont les questions qu'on s'est posées en décembre 2017 lorsque les articles sont parus dans le New York Times et Politico. Pourquoi ce changement d'attitude et de positionnement de l'État américain sur le sujet? Puisque depuis 1969, le dossier était clos, bien fermé, il n'y a pas de problème de sécurité aérienne, il n'y a pas de problème de sûreté aérienne, il s'agit peut-être de phénomènes naturels rares, mal connus, fermez le banc. C'est pas ce que dit le Pentagone aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'ils sont réticents à dévoiler des informations, il est très clair qu'ils ont une position unique et pas équivoque sur le fait qu'il y a des incursions dans leur espace aérien et que ça leur pose un problème du point de vue sécurité et sûreté aérienne, et parce que ça pourrait être des incursions d'un pays étranger. Sauf qu'il se pose la question comment les Russes ou les Chinois, par exemple, pourraient réaliser ça. Et ça n'a rien à voir, cette question-là n'a rien à voir avec l'histoire des ballons et de la chasse aux ballons, car il y a eu 4 interceptions, ce qui n'est pas banal non plus. Le 11 septembre a, je dirais, généré moins d'activité que cet événement-là. 4 interceptions en quelques jours. Tir de missiles dans l'espace aérien américain. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Et on ne sait pas de quoi il s'agit. Peut-être que c'est une prise de, comment dirais-je, pas de pouvoir, mais d'affirmation du pouvoir et du rôle de l'US Air Force. Car par rapport à la Navy, ce sont eux les gardiens du ciel dans l'espace aérien américain. Voilà ce que je voulais rajouter pour la fin. Bon, est-ce qu'il y a une question éventuellement, ou est-ce qu'il est temps de clore le débat? Je vois qu'il y a une question à la salle. Là-bas, il y en a une, monsieur. Là. Bon, ma question concernait les aspects défense et en particulier la relation du phénomène avec les installations nucléaires et les armes nucléaires. Donc ça a été évoqué avec le cas fameux aux États-Unis de cette station de lancement et le témoignage du capitaine Salas. Je rappellerai qu'il y a eu également un cas parallèle en URSS, mais le cas soviétique, c'est les missiles qui étaient tout le processus de lancement a été déclenché, donc les soviétiques ont dû couper tous les câbles, etc. Mais dans le cas des installations nucléaires, nous avons des témoignages concernant Tchernobyl, témoignages concernant Fukushima, et puis nous avons tous les cas de survol d'installations militaires. Et si on regarde aux États-Unis, le phénomène s'est présenté dès le début au-dessus de Los Alamos, au-dessus de White Sands, au-dessus de toutes les installations qui géraient les armes nucléaires. Et le cas de Roswell, évidemment, c'est la base où les premiers bombardiers dotés de l'arme nucléaire ont été. Donc il y a une corrélation à la défense qui est très claire. Donc ma question concerne la France et je voudrais savoir qu'est-ce qui a été observé au-dessus des centrales nucléaires, des sites nucléaires comme l'île Longue ou d'autres, et est-ce que justement sur ce point on peut faire un parallèle à ce qui a été observé aux États-Unis? Bon, alors, ça,
il y a indéniablement des incidents qui ont été relatés, comme vous le disiez, en particulier par les Américains. Il y a d'excellents livres qui décrivent ces choses-là, et les enquêtes menées par les services américains auprès d'ailleurs des pilotes, en leur demandant d'enregistrer les signaux qui pouvaient être émis par ces phénomènes, pour ne pas les appeler des engins. Donc ça, c'est exact. Il y a également des traces d'un accord entre les Russes et les Américains, datant de l'époque des négociations des accords SALT, qui étaient des accords stratégiques de réduction d'armement. Et il y a donc un accord particulier concernant l'information réciproque en cas de lancement accidentel provoqué par des interférences venant d'engins inconnus dans l'espace aérien. Ça date de 1971, date à laquelle d'ailleurs les travaux russes dans le domaine de l'alerte antimissile et de la surveillance de l'espace ont fusionné donc sous le nom de projet 7K. Et ce qui est très très intéressant, c'est de découvrir que les projets de recherche russes, à la fois civils et militaires sur les ovnis, s'appelaient 7K également. Bon, une fois qu'on a dit ça, survol d'installation, certes. Côté français, personnellement, j'ai pas, je dirais, connaissance de signalement particulier, hormis un cas qui est recensé par le GEPAN, qui est le cas de Saint-Christol, qui s'est produit en 1981, je crois, du côté du plateau d'Albion, où des militaires ont signalé l'observation de lumière orangée, de sphères, qui était animée d'une sorte de pulsation aux alentours de 2-3 secondes de période, et qui fusionnait, qui se séparait. Ces témoignages ont été enregistrés par la gendarmerie de l'air et sont publiés par le GEPAN. Alors, il y a effectivement dans les directives données par les États-Unis aujourd'hui une surveillance particulière de sites correspondant aux centrales nucléaires, correspondant aux sites stratégiques nucléaires. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus, je dirais, confondre les vagues de survol d'installations sensibles, voire de centrales nucléaires par des drones, dont on sait très bien ce qu'ils sont et qui correspondent à d'autres motivations. Voilà. Il ne faut pas tout mélanger, il faut faire la part des choses. Une dernière question sur les courses, merci. Alors, une seule. Vous avez parlé que les ovnis rentraient dans l'eau et je voulais savoir, est-ce que vous aviez envoyé des sortes de sondes pour aller les chercher? Enfin, pour aller voir. On peut répondre. Il n'y a pas beaucoup de connaissances, disons-le, sur les phénomènes aquatiques, qui s'appelaient à une époque les OANI, pour objets aquatiques non identifiés. Ce que je peux vous recommander, je l'ai décrit dans un livre d'ailleurs que j'ai sorti au mois de novembre dernier, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré aux travaux russes, et dans le rapport Sigma 2 aussi d'ailleurs, les Russes ont consacré beaucoup de travaux qui étaient suivis directement par le numéro 2 des forces navales russes concernant les phénomènes aquatiques. Ils expliquaient qu'ils ont fait une cartographie dans les océans des zones où ils repéraient ces phénomènes-là. Il y a eu un problème d'ailleurs psychologique des pachas de sous-marins qui rentraient un peu déprimés pour avoir rencontré ces phénomènes qui semblaient les entourer, qui cerclaient autour des sous-marins à grande vitesse. On ne trouve pas l'équivalent du côté américain, probablement parce que les gens restent discrets. Il y a eu des études néanmoins sur des phénomènes de détection acoustique sous-marine un petit peu bizarres. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations répandues sur ces cas d'apparition. Ils sont néanmoins revenus à l'ordre du jour du côté américain récemment, puisque ils ont pris des photos, d'ailleurs dans certains cas, d'objets sphériques passant du milieu aérien et plongeant sous la mer. Bon, mais encore une fois, malheureusement, tout ça, ce sont des récits, des photos, ça manque de rapports circonstanciés. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des données. Et à la question numéro 2 qu'on se posait en 2017 ou début 2018, vont-ils partager les données? Non, pour l'instant, à notre connaissance, ces informations restent
confidentiels chez eux et ne sont pas partagés, même avec les scientifiques américains qui cherchent à mener maintenant leurs propres recherches, leurs propres observations. Est-ce qu'on a les bonnes données, à savoir est-ce que les outils dans toute la chaîne symbiotique du radar, des systèmes optroniques, des systèmes électromagnétiques, etc., est-ce que ça suffit pour observer ces phénomènes? Est-ce que demain, les ordinateurs quantiques permettront d'analyser plus finement? C'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire quand même avec certitude, c'est que pour les cas pour lesquels on a trouvé des explications, le croisement des informations d'origine infrarouge et des informations d'origine radar a permis de faire des recoupements, d'avoir des mesures de distance là où une caméra ne la fournissait pas, et de lever les ambiguïtés et de caractériser l'objet. Dans d'autres cas, à défaut de permettre je dirais, l'identification, ça permettrait une meilleure caractérisation qui nous manque. Il faut des observations, il faut de la trajectographie optique, des moyens radars aussi, bien sûr, mais la trajectographie optique peut permettre de suivre un objet lumineux qui suit des trajectoires erratiques, alors que les radars pourraient avoir plus de mal à faire ça. Mais le recoupement entre les deux serait intéressant. Voilà. Et ce sont les mêmes conclusions du côté américain, hein. Il parle d'observation hyperspectrale, c'est-à-dire de combinaison de différents senseurs dans différentes bandes de fréquences pour voir de quoi il s'agit, y compris pour les plasmas. Si vous avez des plasmas qui sont transparents à certaines fréquences, ils ne le sont pas à d'autres. Donc, par recoupement successif, vous pouvez commencer à cerner, on va dire, l'anomalie. À défaut de l'expliquer, vous caractérisez ce qui se passe autour et vous en savez davantage. Messieurs, je vous remercie. Nous devons arrêter là pour ce soir, même si ce sujet est passionnant ou peut être passionnant pour certains. Donc, je remercie au nom de l'AAT qui co-organise avec l'association Armement et Commune Défense, dont je suis le nouveau président. Je me présente, je suis l'ingénieur en chef Géraud Brun. Voilà, donc je vous remercie Luc Dini pour votre intervention, Pierre Bescon, Alain Julier, et puis pour les témoignages en ligne du général Bruno Mignot, Jean-Marc André et de l'amiral Oudaille. Je pense que cette conférence, en effet, est un petit peu différente des autres, mais un contexte scientifique important. On voit bien que maintenant, on arrive à avoir des phénomènes qu'on peut plus documenter, donc avec des problématiques qui sont tout à fait intéressantes et associées. Merci encore pour ce soir et vos interventions. Vous retrouverez donc notre conférence en ligne sur le site. Je vous indique dès à présent la prochaine conférence qui aura lieu le 24 septembre et qui sera sur l'histoire du musée de la Marine et sa rénovation. Voilà, il y aura la marine. Merci beaucoup et à bientôt.